Le 26 avril 1986 se produit l'un des drames les plus importants de notre continent, lorsqu'une centrale nucléaire portant le joli nom de Tchernobyl se met à libérer un paquet de radiations jusqu'en France, où celles-ci atteignent ses parties les plus à l'est. Mais ce que vous ne savez sûrement pas, c'est que ce type de radiation, c'était en fait pas la première fois qu'on en respirait chez nous. Car depuis les années 50, la course à l'armement mondial fait rage entre les différentes nations qui testent alors de nouvelles armes afin d'obtenir l'avantage stratégique de la bombe atomique. Et pour ce faire, tout expérimente ce qu'on appelle les essais nucléaires. Et par expérimenter, je veux bien sûr dire faire péter un paquet de trucs bien sales pour l'environnement dans des zones plus ou moins sécurisées. Et dans cette catégorie, la France est un très bon élève. Celle-ci ayant tout d'abord commencé ses premiers tests dans le Sahara, l'indépendance de l'Algérie vient légèrement compliquer les choses, ce qui pousse notre pays à chercher de nouveaux lieux pour ses essais, dont certains très près de chez nous, comme la Corse. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on est content que ça s'y ait pas fait. Mais finalement, c'est la Polynésie qui est retenue, loin de tout pays et perdue en plein océan. Un candidat parfait pour continuer tranquillement ses expériences sans trop faire de bruit. De cet archipel formé de récifs et de vestiges volcaniques, 2 îles sont alors choisies pour y accueillir les essais nucléaires français, à savoir Mururoa et Fangatofa, situés à seulement 120 km des zones habitées les plus proches. Et ça, on y reviendra un petit peu parce que 120 km, c'est vraiment pas grand chose. Pour vous faire une idée, c'est comme si on se trouvait à Paris et qu'on faisait exploser une bombe nucléaire à Orléans. En bref, au cours de plus de 30 ans, nous avons été amenés à faire exploser un paquet de bombes dans les eaux polynésiennes, ceci ayant, vous vous en doutez, des impacts sur les îles voisines, mais aussi sur la vie marine. Mais là où ça va devenir intéressant, c'est que pour un sujet traitant d'explosion nucléaire, les radiations sont peut-être très loin d'être au centre de tous les problèmes. Avant de passer au sujet qui fâche, il va falloir commencer par comprendre ce qui a été fait en Polynésie par la France, car au-delà de la catastrophe nucléaire, il y avait aussi une volonté de ne pas trop contaminer l'environnement. C'est en juillet 1966 que tout commence, avec la première bombe, le test d'Aldébaran, une expérience supervisée par le président Charles de Gaulle, inaugurant toute la série d'explosions que vont subir les atolls de Mururoa et Fangatofa jusqu'en 1996. Pour ces premiers essais, les tirs étaient effectués sur barge, c'est-à-dire que l'explosion se faisait depuis une plateforme située à seulement 3 mètres de la surface de la mer. Autant vous dire qu'à cette époque, l'océan et la vie marine dans le coin, ils ont pris très cher. Car dans ces cas précis, l'explosion touchait directement la surface de l'eau, provoquant la mort instantanée de toute vie à proximité, ainsi que l'apparition d'un champignon de vapeur d'eau et de gravats hautement chargé en particules radioactives. Et ça, en plus de bien contaminer l'environnement, ça empêchait surtout de pouvoir revenir sur les sites très rapidement afin de poursuivre les différentes expériences. Donc oui, il était important de trouver une solution à ce désastre écologique, mais il fallait surtout trouver un moyen d'être plus productif. C'est alors que l'on commença les essais atmosphériques, amenant des bombes à exploser entre 600 et 800 mètres d'altitude, ceci ayant pour avantage de ne pas contaminer directement les océans, en dispersant les nuages radioactifs dans la haute atmosphère. Le problème, c'est que ces nuages finissaient quand même par retomber dans la mer, chargés en particules radioactives, mais qui étaient alors beaucoup moins importantes que si l'explosion avait touché directement la surface de l'eau. Sauf qu'en fait, ça pouvait aussi parfois atteindre les terres d'autres pays, ceci ayant bien sûr diverses conséquences qui poussèrent la France à limiter la perte de ses radiations au maximum. Et finalement, on arriva à un dernier type de test, ce souterrain, permettant à la radioactivité d'être presque entièrement contenue dans le sol. Sauf quand des fissures laissaient s'échapper des gaz remplis de radiation. Mais basiquement, comparé à ceux effectués au tout début, c'était ultra propre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'échelle de ces îles, les essais nucléaires eurent un impact dévastateur sur la vie marine. Mort de nombreux animaux, destruction d'habitats et blanchiment de nombreux récifs coralliens, localement les effets furent très violents. Mais pour ce qui est de l'océan à une échelle plus grande, l'impact de ces explosions reste encore assez flou. Entre les retombées se mélangeant en surface et les gravats transmettant les radiations aux algues, puis à l'ensemble des chaînes alimentaires, l'impact global reste encore incertain. Car il faut savoir que les équipes de scientifiques sur place travaillaient bien à effectuer différents relevés sur les poissons et sédiments afin de gérer cette catastrophe, mais le problème c'est que ceci n'était effectué qu'à l'échelle de certaines îles et non pas de la totalité de la zone. En bref, en vue du manque de certains résultats, énoncer avec certitude l'impact de ces catastrophes est alors très compliqué, malgré les travaux de ces chercheurs. Et là, je ne parle même pas des documents qui ne sont pas encore déclassifiés. Pourtant, il faut savoir que ces essais étaient préparés des semaines à l'avance afin d'étudier la météo pour que les nuages radioactifs ne soient pas amenés par les vents sur les îles habitées. Tout était finalement bien ficelé et sur le papier, ça semble presque rassurant. Sauf qu'en fait, pas du tout, et vous allez voir que des bourdes, il y en a à l'appel. Déjà, anticiper la météo à une échelle très localisée, c'est encore assez compliqué aujourd'hui. Donc le faire il y a plus de 50 ans avec pour objectif de prédire toutes les retombées radioactives, c'était un peu idéaliste.
Officiellement, 5 grands essais ont occasionné des retombées dans des zones habitées en Polynésie. Des accidents qui ont alors touché les populations locales de différentes îles, comme Tureia, Gambier ou encore même Tahiti. Dans ces cas-là, les populations locales n'étaient parfois même pas prévenues de l'arrivée du nuage, et selon les relevés officiels, les radiations n'étaient pas si dangereuses. Sauf qu'en fait, on n'en sait rien. Parce que le problème, c'est qu'on n'a aucun moyen de vérifier si l'estimation de l'époque est fiable, puisque la plupart des documents à ce sujet se contredisent sur certains points. Dans quelles conditions a été exposé l'environnement, avec quelle population, quel type d'éléments et à quels endroits, tout cela est autant de questions essentielles qui aujourd'hui sont encore sans réponse claire, ce qui pose problème pour comprendre l'impact de ces retombées. Entre les sources officielles et celles d'organismes scientifiques ou antinucléaires, les conclusions et l'interprétation des résultats sont parfois différentes, ce qui peut nous questionner sur la vraie réalité de ces catastrophes. Et ça, c'est aussi valable pour le milieu marin, qui généralement récoltait toutes les particules radioactives amenées par les pluies. Donc pour ce qui est de l'océan, on sait qu'il a bien épongé cette radioactivité, mais pour ce qui est des conséquences, très peu de résultats existent, l'attention étant portée à l'époque plus sur les populations humaines. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'encore aujourd'hui, il est difficile d'établir l'impact de la radioactivité sur l'environnement et ses liens avec certaines conséquences. Mais alors s'il nous manque certaines informations, notamment sur la durée d'exposition, l'estimation sanitaire devient alors un énorme casse-tête. Et ça, c'est juste pour ce qui est des radiations, parce que maintenant, il va falloir qu'on s'attaque à la partie immergée de l'iceberg. Pour commencer, on va revenir un peu sur nos fameux essais nucléaires souterrains, car aussi propres soient-ils, ils étaient eux aussi source de problèmes, mais qui pour le coup étaient assez originaux. La première expérience de la sorte fut effectuée le 13 mars 1977 sur l'île de Mururoa. Tout se passe bien, l'explosion est contenue, mais soudain un phénomène inattendu se produit. Un mini-tsunami apparaît en plein milieu de l'atol. Immédiatement, on cherche une explication, avant de se rendre compte que l'explosion avait provoqué un glissement de terrain, ceci engendrant ce déplacement d'eau. On en conclut alors que cette zone de l'atoll est fragile, et il est donc recommandé de changer de lieu. Sauf que non, ils n'en changèrent pas et continuent leurs expériences jusqu'à ce que la 5e provoque une vague beaucoup plus grosse, blessant au passage plusieurs membres du personnel sur place. Alors là oui, on peut crier au génie, mais malheureusement, vous allez voir qu'il va être temps de mettre un compteur. Au-delà de l'aspect humoristique de la chose, ce genre de glissement de terrain est encore une fois assez problématique pour les coraux ou animaux marins vivant près du fond, puisqu'après avoir fait face aux radiations, les survivants devaient faire attention à ce que le sol ne se dérobe pas sous leurs nageoires. Mais cela va même encore plus loin, puisqu'après 147 essais souterrains, l'hypothèse d'un effondrement important de l'île est alors envisagée, et qui pourrait créer cette fois-ci une vague atteignant les zones habitées. Alors attention, là on est loin de parler d'un tsunami gigantesque, mais le problème c'est que pour le monde marin, ça peut avoir certaines conséquences. Comme l'agression de certains récifs coralliens, abritant de nombreuses espèces animales et végétales. Donc là, niveau impact sur l'environnement, on commence vraiment à avoir du lourd. Un impact illustré par différentes expéditions, dont une du commandant Cousteau, montrant l'apparition de larges fissures sur l'une des façades de l'île. Sachant que qui dit fissure, dit libération de la radioactivité piégée dans le sol, directement dans l'océan. Et malheureusement, c'est pas le seul truc qu'on a laissé s'échapper dans la nature. Parce que de ces explosions, il y avait parfois des restes, notamment du plutonium qu'on avait l'habitude de stocker et de piéger avec du goudron dans certaines zones des îles d'essai. Jusque-là, tout va bien, mais le problème, c'est que dans cette partie du Pacifique, il pouvait y avoir aussi parfois des tempêtes assez violentes, voire très violentes en fait, pouvant déferler sur la totalité des terres, dont les zones de stockage. C'est donc en 1980 que survient ce drame se produisant sur l'île de Mururoa, qui subit alors les ravages d'un violent cyclone, arrachant tout le plutonium et le goudron, avant de le disperser un peu partout dans le lagon. Et le problème, c'est qu'au-delà de la radioactivité relâchée une énième fois dans la nature, là on parle surtout de métaux lourds, pouvant eux aussi avoir un impact sur la vie marine. Car si dans certaines doses cela peut s'avérer directement mortel pour les êtres vivants, dans d'autres ceci peut raccourcir grandement leur espérance de vie, ainsi que d'être stockés au sein de leurs organes. Ainsi, en prenant en compte les différentes chaînes alimentaires, on peut alors supposer que cette contamination a pu s'étendre à de nombreuses espèces, en voyageant de proie à prédateur, ce qui laisse aussi songeur quant aux possibles impacts sur les populations locales. Mais si vous pensez que tout s'arrête ici, vous risquez d'être surpris, car il nous reste un dernier problème dans cette histoire, touchant lui aussi l'océan et la nourriture. En premier lieu, afin de pouvoir effectuer ces expériences, il a fallu un peu aménager certaines îles en y construisant diverses installations, comme des centres de contrôle ou encore des pistes d'atterrissage. Et encore une fois, ce genre de travaux, ça impliquait généralement de détruire un bon nombre de coraux, que ce soit directement en creusant dans le lagon, ou indirectement de par la boue et la poussière libérées dans l'eau, masquant complètement les rayons du soleil. Une fois morts, ces débris de récifs pouvaient alors devenir un terreau très fertile pour certaines algues sur lesquelles pouvaient proliférer de nombreux organismes, dont un
extrêmement problématique. Son nom, la Gambiardiscus toxicus, une microalgue découverte justement en Polynésie, ayant pour caractéristique de produire une toxine provoquant une maladie appelée la ciguatera, aux symptômes pas vraiment sympas. Vous le voyez venir, construire toutes ces choses a eu sûrement donc pour effet à cette époque de faire proliférer cette algue dans certaines zones. Mais là où ça devient vicieux, c'est que les conséquences ne sont pas apparues immédiatement. Car même si au fil du temps, de plus en plus d'animaux ont été amenés à se nourrir de ces algues, ceci n'a eu au début que pour effet de stocker dans leur corps les toxines provoquant la ciguatera. Le problème, c'est que pour que ça devienne dangereux, ils ont donc dû accumuler un paquet de ces toxines sur de longues durées, avant que ces mêmes animaux ne se fassent manger par d'autres organismes, contaminant ainsi toutes les chaînes alimentaires. Et malheureusement, pour qu'on en prenne conscience, il a fallu tout simplement attendre que ces poissons contiennent assez de ce poison pour que certains pêcheurs se fassent intoxiquer à leur tour. Mais attention, cette maladie est quand même très bien connue des populations locales qui au fil du temps ont appris à reconnaître ces zones dangereuses. Donc finalement, il y a de grandes chances pour que les militaires français n'aient pas à proprement dit créé d'épidémies, mais plutôt qu'ils aient fait grandir et apparaître de nouvelles zones toxiques. En bref, ce qu'il faut retenir, c'est que ces essais polynésiens sont tous entourés d'un flou très épais qui nous empêche de comprendre les réels impacts de ces expériences, ce qui peut donner lieu à un paquet d'accusations qui demandent généralement la venue d'une aide extérieure pour y voir un peu plus clair. Donc oui, ces bombes nucléaires ont relâché de nombreuses radiations dans notre environnement, mais il ne faut surtout pas oublier les accidents secondaires, comme les glissements de terrain, le plutonium ou la ciguatera, qui ont eux aussi existé et dont l'impact réel n'est encore une fois que très difficile à évaluer. Pourtant, plusieurs choses troublantes demeurent, comme des taux de certaines maladies plus élevés en Polynésie, ou encore des retombées radioactives cachées volontairement par la France, ce qui peut nous laisser penser qu'il pourrait malgré tout y avoir anguille sous roche. Aujourd'hui, la Polynésie retrouve peu à peu ses forces et n'a pas été éradiquée de la surface de la Terre. La plupart des radiations sont à présent disparues et la nature poursuit son cours presque normalement. Après avoir survécu aux radiations, au plutonium, aux mini-tsunamis et à la ciguatera, la faune et la flore locale continuent de se développer, survivant de ce climat pas vraiment favorable à une vie paisible. Maintenant bien sûr, tout cela n'est qu'une vision très terre-à-terre et scientifique de la chose. D'un point de vue éthique, l'attitude de la France a vraiment été très discutable sur de nombreux points, mais on va pas partir là-dessus parce que la liste des bourdes est vraiment longue. À l'heure actuelle, certaines personnes et scientifiques se battent pour faire reconnaître les impacts de ces essais sur l'environnement, les hommes français ou encore les populations locales. Mais comme dit précédemment, en vue des résultats de l'époque, c'est une chose très compliquée à prouver. Peut-être arrivera-t-il un jour où tous ces doutes seront enfin éliminés, mais en attendant, la question de la responsabilité de notre pays reste encore sans réponse claire, et ne sera sûrement jamais totalement résolue ou assumée.